RFI et France 24 présentent Mardi politique. C'est l'heure de Mardi politique en direct sur France 24 et RFI. Bonsoir Frédéric Rivière. Bonsoir à tous. Et ensemble, nous recevons Jean-Christophe Cambadélis, premier secrétaire du Parti socialiste. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors un jour, je vous ai demandé ce que vous aviez fait de votre passé trotskiste. Vous m'avez répondu « je le garde dans ma poche ». Alors il doit être vraiment caché dans la doublure aujourd'hui, car vous êtes devenu avec l'âge un fervent défenseur de la social-démocratie à la sauce Hollande, premier secrétaire chez les socialistes, plus divisé que jamais, c'est le pire des jobs aujourd'hui. François Hollande s'est longtemps demandé s'il pouvait vous faire confiance et si vous étiez loyal. La réponse est oui, car vous êtes le chef de l'opération survie du peut-être candidat Hollande. Et depuis quelques jours, vous concentrez vos tirs sur Alain Juppé après avoir canardé Sarkozy. Et vous vous inquiétez du succès du jeune Macron. On parlera de tout ça, mais on parlera aussi de l'annulation du voyage de Vladimir Poutine à Paris. Et puis, nous sommes ensemble donc jusqu'à 19h. C'est parti. La première question vous est posée par Frédéric Rivière. Bonsoir Jean-Christophe Cambadélis. Bonsoir. L'agression de policiers dans l'Essonne a provoqué une très vive émotion et les termes qu'a employés le ministre de l'Intérieur pour qualifier cette agression ont provoqué eux aussi des réactions très vives. On écoute Bernard Cazeneuve, vous nous direz ensuite ce que vous pensez de ces termes. Ils ont été confrontés à une bande de sauvageons qui ont agi avec lâcheté. Les mots ont leur importance, Jean-Christophe Cambadélis. Bernard Cazeneuve parle de sauvageons. Pourquoi pas des garnements, des galopins, des chenapans? Vous ne trouvez pas que c'est faible tout de même? Bon, je vous trouve sévère. Sauvageon est une expression que Jean-Pierre Chevènement avait déjà employée en son temps et on l'avait trouvé juste. Mais la violence était-elle la même à l'époque? Elle était déjà très forte. C'était des petits loulous de banlieue à l'époque. C'était pas des jeunes qui cramaient des policiers dans une voiture. Je trouve qu'on cherche vraiment querelle sur des mots qui n'ont pas vocation à adoucir l'acte, puisqu'on dit que c'est un acte lâche fait par des sauvages, pour ne pas employer le terme de barbare, qui a été le terme employé par Nicolas Sarkozy. Je pense qu'au fond, tout le monde est d'accord sur le fait que c'est un acte inqualifiable et que ces gens qui sont intervenus avaient envie de tuer. C'est ça quand même qui est important. Mais au-delà du choix des mots, on a le sentiment que la gauche a encore du mal à nommer les choses, qu'elle a du mal à accepter la réalité. C'était un vieux procès qui est fait à la gauche sur la sécurité. Est-ce que c'est pas un peu une maladie chronique des socialistes ? Je crois que tout ceci est depuis très longtemps derrière nous. D'abord parce qu'il y a eu Jean-Pierre Chevènement et Lionel Jospin avec les prises de position qu'on connaît à l'époque. Et aujourd'hui, honnêtement... Lionel Jospin, ça a été aussi le sentiment d'insécurité. Oui, mais d'abord, il y avait un sentiment d'insécurité, même s'il y avait de l'insécurité. Oui. Il y avait en plus un sentiment qui avait été déployé à travers les médias sur une triste affaire à l'époque. Mais là, je ne crois pas. Je ne pense pas que on puisse faire ce procès, on en fait beaucoup, faire ce procès à la gauche. On va écouter aussi Manuel Valls sur ce sujet. Écoutez-le. Il n'y a pas de zone de non-droit. Et je veux le dire très clairement à mes compatriotes, que je n'accepte pas ces analyses-là. Pourquoi ces individus agissent ainsi? C'est parce que la police fait son travail. Elle fait son travail. Alors, il n'y a pas de zone non-droit en France. Êtes-vous sûr de ça? Et est-ce que les Français vont l'entendre de cette même oreille? Il n'y a pas de zone de non-droit. C'est-à-dire que la police est présente partout où il y a un besoin, une nécessité ou des problèmes de sécurité. Oui, mais il y a plus la peur du policier, donc il y a un manquement d'autorité de l'État. Mais si, précisément là, dans ce qui s'est passé, c'est parce que, comme le dit très justement le Premier ministre, les policiers faisaient leur travail
et que ceci gênait vraisemblablement une petite bande de voyous qui voulaient qu'il n'y ait pas de policiers à l'horizon pour pouvoir continuer leur trafic. Je suppose que c'est ça qu'il y avait derrière. Donc non, il y a bien longtemps que la police a reconquis, et ce n'est pas simplement sous ce quinquennat, un certain nombre de quartiers qui étaient des zones de non-droit. Mais quand vous dites qu'il n'y a pas de zone de non-droit, il va de soi qu'il n'y a pas de zone dans lesquelles l'État reconnaisse que le droit ne s'applique pas. Absolument. Ça, c'est la théorie. Mais de facto, il y a des zones de non-droit. Les policiers disent, par exemple, dans l'Essonne, dans cette cité, à moins de 30, on ne peut pas y entrer. Oui, mais on y rentre. Et les habitants de ces cités, eux, constatent qu'ils habitent dans des zones dans lesquelles le droit ne s'exerce pas. Attendez, il y a deux choses différentes. Le fait que si la police veut y rentrer pour faire appliquer une décision de justice, on y rentre, on y met les moyens et on y rentre. Force majeure, en quelque sorte. Deuxièmement, la question qui pourrait être posée, c'est celle d'un commissariat ou d'une antenne de police dans cette barre ou dans ce quartier. C'est la volonté compréhensible d'un certain nombre de nos concitoyens de voir la police à demeure tout le temps auprès de chez eux. Mais nous savons que ceci n'est pas possible parce que nous n'avons pas les moyens financiers de mettre dans chaque bar de France ou dans chaque quartier un commissariat de police. J'entends bien, mais plus précisément, ou plus fondamentalement, est-ce qu'on l'a vu, c'est crescendo quand même. On se souvient de ce policier qui avait été battu à coups de barre de fer. Est-ce qu'il n'y a pas un sentiment d'impunité chez les jeunes, qu'ils soient des jeunes de banlieue, des jeunes d'extrême gauche, des jeunes d'extrême droite, un sentiment que l'État, dans le fond, ne fait plus peur et que la police ne fait plus peur? Non, je pense que, j'entends ce raisonnement, il est déployé, il est entendable. Mais je pense qu'on fait une erreur de diagnostic. C'est notre société qui est devenue de plus en plus violente. Et le passage à l'acte, aujourd'hui, est de plus en plus clair. Je ne mets pas les choses sur le même plan, mais pour qu'on puisse comprendre. À la fin d'une manifestation de salariés contre une loi de la République, on peut incendier une voiture de police avec des policiers à l'intérieur. On peut s'en prendre, même tirer sur des permanences du Parti socialiste, voire chercher à interdire leur réunion. C'est encore le cas il y a quelques jours. Et quand on est dans un quartier, eh bien, on n'est pas mécontent de la présence policière et on peut attaquer. Tout cela, c'est une montée de la violence dans notre société. Mais qu'est-ce que ça nous dit sur l'état de notre pays, ça ? C'est ce que j'allais précisément le dire. Ça nous dit beaucoup de choses. Parce que cette violence, elle est verbale, elle s'exprime parfois entre politiques, et elle est symbolique et maintenant réelle. Et on voit comment la tension monte dans notre société. Et c'est ça qu'il faut prendre en compte, c'est ça qu'il faut voir, et pas simplement la démission de tel ou tel par rapport aux actes de violence. Alors, plus concrètement, pour les policiers, faut-il revoir le sujet de la légitime défense? Parce que les règles sont les mêmes, dans le fond, que pour le citoyen que pour le policier. Est-ce qu'il faut revoir ces règles? Si vous observez ce qui s'est passé dans le cas d'espèce, moi, j'ai trouvé les policiers extrêmement courageux. Ils n'ont pas fait état de... Ils n'ont pas dégainé, ils n'ont pas sorti leurs armes. Mais ils n'ont pas eu le temps? Si, puisque la déposition... je pense, c'est plutôt est-ce qu'ils auraient dû la déposition, c'est qu'ils se sont posés. Enfin, ils sont posés très rapidement, parce que c'est dans ce cas de violence, etc. Mais ils n'ont pas voulu faire appel à leurs armes. Et puis, ils sont sortis... Il est question de vie ou de mort, là, dans ce cas-là. Mais bien sûr, il est question de vie ou de mort. Et s'ils avaient fait usage de leurs armes, ils étaient là plus qu'en légitime défense. Mais ce que je voulais expliquer par là, c'est que ce n'est pas en donnant ou en disant qu'ils peuvent faire usage de leurs armes, quelles que soient les situations, qu'on réglera le problème. Non, assouplir les conditions du recours à l'arme de service, peut-être. Regardez ce qui se passe aux États-Unis.
on a assoupli. On est dans l'excès inverse. Bon, et ben voilà. Oui. Donc il faut, sur ces questions-là, moi je ne suis pas contre, je suis pour étudier tout ce qui permet à notre force de l'ordre d'être en situation de sécurité pour exercer la sécurité, mais attention. Mais aujourd'hui, il y a un policier qui est entre la vie et la mort. Mais bien sûr, mais je le regrette. Peut-être parce qu'il n'a pas voulu recourir à son arme de service. Pour celui-ci, parce qu'il n'a pas eu le temps. Oui, mais Jean-Christophe Cambadélis, ce n'est pas raccord avec votre explication qui est vraie, qui est une réalité, que la société est de plus en plus violente. Si elle est de plus en plus violente, est-ce qu'il ne faut pas, dans ce cas, eh bien, que les policiers... On ne peut pas répondre en disant la société est de plus en plus violente, donc il faut pouvoir exercer une plus grande violence vis-à-vis de nos concitoyens. On peut se poser la question, évidemment, mais je dis à tout le monde, réfléchissons, ne nous précipitons pas face à un drame intolérable et inacceptable. Je prends l'exemple des États-Unis, on est dans l'excès inverse. Aujourd'hui, on a des émeutes parce que les policiers font usage un peu trop rapidement de leur arme à feu. Alors, l'autre sujet qui a été évoqué presque aussitôt, c'est la question de la légalisation ou de la dépénalisation du cannabis. Jean-Marie Le Guen, par exemple, le ministre des Relations avec le Parlement, y est favorable. Benoît Hamon aussi. Est-ce que ce serait un moyen de mettre un terme au trafic et donc de stabiliser ces quartiers qui sont devenus extrêmement difficiles pour beaucoup d'entre eux aujourd'hui? C'est un moyen paradoxal. Parce que si vous avez la légalisation, vous aurez d'autres drogues qui ne seront pas légalisées. Vous aurez exactement le même... Ces autres drogues, elles existent déjà. Dans une moindre mesure que le combat qui existe dans un certain nombre de quartiers sur la question du cannabis. Moi, je suis là aussi très prudent sur ce débat. Je ne crois pas à la clé magique d'une légalisation qui permettrait de régler tous les problèmes que nous connaissons dans ces quartiers. Alors, l'autre actualité, c'est la visite de Vladimir Poutine à Paris, qui a été reportée. Il devait inaugurer un centre culturel orthodoxe à Paris, alors que les Russes bombardent la ville martyre d'Alep, en Syrie. La France considère que des crimes de guerre sont imputables à la Russie. Vladimir Poutine donc reporte sa visite. Il a dit quand je viendrai quand le président Hollande sera plus à l'aise ou sera prêt. Et voici ce que disait ce matin François Hollande. Avec la Russie, la France a un désaccord majeur sur la Syrie. Je suis donc prêt à tout moment à rencontrer le président Poutine. Mais si nous avons la possibilité de faire avancer la cause de la paix, de faire cesser les bombardements. Voilà, donc si chacun est d'accord pour rencontrer l'autre, pourquoi cette visite est annulée alors? Tout le monde dit ouf en fait, surtout l'Élysée. Il y avait, comme vous l'avez justement dit, une inauguration, donc on allait déplier le tapis rouge, boire quelques verres de champagne, de vodka, du précédent quinquennat, etc. Non, c'est pas tellement le problème, c'est que dans ce moment-là, c'était pas acceptable. Dans le moment de bombardement d'Alep, ce n'était pas acceptable. Il n'était peut-être pas obligé d'aller manger des petits fours, d'aller grignoter des petits fours avec Poutine et l'inviter à l'Élysée au préalable. Bien, vous avez parfaitement raison. Donc c'est la raison pour laquelle François Hollande a dit si le président Poutine vient à Paris, je le recevrai par ailleurs pour que nous ayons une franche explication. D'ailleurs, l'ambassadeur de Russie en France a dit exactement la même chose, donc qu'il était prêt, M. Poutine, à discuter sérieusement avec François Hollande sur la situation en Syrie. C'est plus qu'un désaccord. Mais il y a urgence à discuter. Et s'il était venu le 19, Vladimir Poutine, ils auraient pu parler à ce moment-là. C'est pas de la faute de François Hollande. Il a hésité. François Hollande. Non, il n'a pas hésité. On a entendu les hésitations. Non. Parce que la diplomatie, elle se fait aussi comme ça, en marge d'une... Non, il n'a pas hésité. Il a dit « Je ne peux pas recevoir M. Poutine pour une inauguration. Mais je suis prêt... » Il a dit à TMC, chez Yann Barthès, « Je m'interroge ». Il a été mais s'interroger, ça veut quand vous êtes président de la République... tout haut. Quand on est président de la République, est-ce qu'on doit faire part de ces doutes diplomatiques quand on dirige le pays? Bien sûr que oui, on peut le faire à partir du moment où ça fait partie de la diplomatie et que c'est une manière d'indiquer un message à votre partenaire que vous ne souhaitez pas le recevoir. Je m'interroge, ça ne veut pas dire je fais un bras d'honneur, je m'interroge. Donc ça veut dire si tu viens, on a une discussion sérieuse. Et donc vous pensez que Vladimir Poutine n'avait pas envie d'avoir une discussion sérieuse? Pas à ce moment-là.
Sinon, il serait venu. Ouais. Il faut quand même discuter avec la Russie ? Bien sûr qu'il faut discuter avec la Russie, mais il ne faut pas discuter avec la Russie pour accepter ce qu'elle dit. Il faut discuter avec la Russie à partir de ce qui est notre intérêt. Et notre intérêt, c'est que la guerre en Syrie s'arrête. Alors aujourd'hui, cette question aujourd'hui est devenue une ligne de fracture extrêmement forte entre la droite et la gauche. Écoutez ce que disait François Fillon à ce propos ce matin. Mais bien sûr qu'il doit accueillir le président russe. Qu'est-ce qu'on va faire, la guerre avec la Russie ? Vous disiez, il y a une poutinisation des esprits. Là, on parle de l'homme qui est le plus proche de Vladimir Poutine. De lui faire beaucoup d'honneur, François Fillon. Mais non, mais c'est vrai, il l'assume. C'est sa conception géopolitique. Il a été dans le Moyen-Orient, défendu cette position. Il a estimé qu'il fallait discuter avec M. Poutine. Il a estimé qu'au moment de l'affaire ukrainienne, nous étions trop favorables aux Occidentaux et aux Ukrainiens plutôt que vis-à-vis de la Russie, ainsi de suite, etc. Pour lui, la question de la Russie est une question réglée. Il faut être dans le camp de la Russie. Bon, ça, on peut avoir un désaccord. On peut quand même en discuter de cela. Alors, une chose est-ce qu'il faut ou pas discuter avec Poutine ? Enfin, franchement, François Hollande discute avec Poutine. C'est pas un problème. Mais est-ce qu'il faut, quand on discute avec Poutine, partager son avis ou lui dire de cesser de bombarder Alep? Mais moi, je suis du côté de ceux qui disent qu'il faut cesser de bombarder. François Hollande il appelait de ses voeux une grande coalition avec la Russie dans son discours devant le Congrès, quelques jours après les attentats de novembre. Bien sûr. Elle ne s'est pas faite. Mais non, elle ne s'est pas faite. Mais c'est pas la faute à Poutine ? La faute pas à François Hollande, c'est la faute à Poutine. Mais c'est pas un peu facile, ça ? Mais non, c'est pas un peu facile. Pour se retrouver, il faut avancer l'un vers l'autre, quoi. En fait. Mais c'est ce qui a été fait. Il me semble que François Hollande a pris l'avion et il a été le voir. Il lui a fait des propositions. Mais M. Poutine, ce qui est aussi compréhensible, a des intérêts au Moyen-Orient et il estime que là-bas, il va pouvoir se réinsérer dans ce conflit. Et à partir de là, il soutient un régime qui est barbare, qui assassine, qui tue et qui envoie des gaz toxiques sur les populations. On est obligé de le constater. Et il le fait en toute impunité parce qu'il a le soutien de la Russie qui a le droit de veto au Conseil de sécurité. Mais c'est vrai que les États-Unis ne discutent plus. Il y a des ruptures du dialogue entre Washington et Moscou. Est-ce que, dans le fond, François Hollande ne se sent pas obligé peut-être de suivre la ligne américaine ? Je ferai remarquer quand même que François Hollande a été celui qui proposait de bombarder le régime de Bachar el-Assad le jour où il avait gazé. Obama s'y est opposé, donc on ne peut pas dire qu'il a été suiviste par rapport à M. Obama. Et quand François Hollande est intervenu au Conseil de sécurité, enfin aux Nations Unies au mois de septembre, il a indiqué que ça suffisait. Le bombardement d'Alep et qu'il fallait que la communauté internationale se ressaisisse. Et j'ai remarqué que M. Obama avait très mal pris cette leçon faite par la France aux États-Unis. Un petit mot de la campagne présidentielle américaine. Quand vous voyez la violence de l'affrontement entre Donald Trump et Hillary Clinton... Et le niveau. Est-ce que ça vous rassure, au fond, sur la qualité de la vie politique française ? Non, d'abord, ce qui ne me rassure pas, c'est le niveau de popularité de M. Trump. Parce que c'est l'expression aux États-Unis de quelque chose que nous connaissons dans tout le monde occidental, c'est-à-dire la montée de la xénophobie, du nationalisme, et que c'est vraiment très dangereux. Alors après, le personnage a ses formules, elles sont peu ragoûtantes, évidemment. Et pour se défendre, il en rajoute contre Madame Hillary Clinton. C'est pas très bon pour la démocratie en général et pour les États-Unis en particulier. Le scénario d'une victoire de Trump vous paraît crédible ? Les sondages disent qu'aujourd'hui, il n'est pas en capacité de l'emporter, mais quand même, 4 points de différence. C'est pas énorme dans un grand pays comme les États-Unis. Ça veut dire que malgré toutes ces déclarations, malgré l'agression contre tout le monde, et y compris la France au passage, les Américains, une partie des Américains,
partage ce que dit Monsieur Trump. Mais il est quand même arrivé jusque-là, Jean-Christophe Cambadélis. C'est très exactement ce que je viens de dire. Oui. C'est très exactement ce que je viens de dire. Cela veut dire que pour moi, c'est une manifestation, comme dans un certain nombre d'autres pays, dans quelques jours ou dans quelques semaines, vous pouvez avoir un président autrichien d'extrême droite, où vous avez la montée de l'AfD en Allemagne, ou la question du Front National en France. Il y a, dans le monde occidental, une montée de l'intolérance, de la xénophobie et de la peur du grand remplacement. Voilà, c'est la fin de la première partie de Mardi Politique. On se retrouve dans quelques minutes avec notre invité, Jean-Christophe Cambadélis, sur RFI et France 24, et avec Roselyne Febvre, bien entendu, après un tour d'horizon de l'actualité. À tout de suite.